tout sur l'économie, ou presque, entre parenthèses, pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système. Donc c'est un livre qui est écrit par Gilles Miteau, qui est un ancien trader et qui est surtout connu pour sa chaîne YouTube Eureka, donc écrit avec un point d'interrogation entre E et Reka. Et sur sa chaîne, il fait de la vulgarisation sur l'économie. Je ne sais pas si tu connais, du coup. Ouais, je trouve ça vachement bien ce qu'il fait. Enfin, je trouve que c'est l'une des meilleures, sinon la meilleure chaîne francophone de vulgarisation économique. D'accord, Genre, ouais. il explique à tout un chacun dans des vidéos assez longues et enfin, il est assez rigoureux intellectuellement. Du coup, les vidéos sont assez longues. C'est du 1 heure de vidéo à 2 heures sur un sujet donné, genre l'inflation, la banque centrale, le rôle des banques centrales, tu vois, il prend la fiscalité, etc. Il prend un peu des sujets vastes et il les traite en 1 heure, 2 heures à l'aide de schémas, notamment. Et genre, c'est assez rigoureux, mais il utilise des mots simples et genre, c'est vraiment très bien. Ouais, c'est assez cool. Et il fait un truc vraiment pas mal, c'est archi connu, mais c'est bien fait en fait. C'est-à-dire qu'il se dédouble dans la vidéo. Oui, Et donc, il fait un peu le mec. Enfin, il fait le mec qui explique d'une part et le mec qui pose des questions d'autre part. Et le mec qui pose des questions, en général, il arrive assez bien à se mettre à la place de toi, quoi, de ce que tu vas pas comprendre. Alors, je suppute, il doit peut-être avoir des potes où il leur montre ses explications et il note leurs réactions, parce que c'est vraiment bien fait, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Et donc, bah voilà, c'est un livre qu'il a écrit où, en gros, ça propose de nous rendre lettrés en économie. Et bah, globalement, ouais, ça reprend quand même pas mal. Ça résume un peu pas mal ce qu'il a fait sur sa chaîne. Et il y a même, bah, du coup, si toi tu connais, Georges, tu sais qu'il aime bien utiliser certaines icônes, une pour ouais. représenter la banque, une pour représenter les péons. Et du coup, bah, dans le livre, c'est les mêmes. Enfin, ça reprend un peu les codes. Donc c'est Ouais, assez vraiment, tu sympa. vois, genre, moi j'ai une formation universitaire, enfin académique en économie, quoi. Et je trouve ça beaucoup mieux que plein de cours que j'ai eus, sans déperdition de connaissances, voire en ayant un niveau de complexité plus élevé, quoi. Ouais, il y a pas mal de Genre, commentaires, j'ai vu, où c'est les mecs, justement, ils sont en cours. Enfin, ils ont ouais, des cours d'économie et ils viennent sur sa chaîne pour comprendre et du coup, ils le remercient. J'ai ouais, vu ça, ouais. genre juste c'est mieux que le cours, c'est plus Ouais, intéressant, c'est ça. c'est plus actuel, c'est moins dogmatique, puisque Ouais, bah, on verra, j'imagine, dans ce bouquin ouais. qu'il n'est pas, c'est pas un, c'est un économiste plutôt, enfin, il est plutôt hétérodoxe, quoi. Et juste, c'est trop bien, genre, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, vu que l'économie, c'est ce qui conditionne pas mal de choses, tu vois. Genre, Ouais, bref. ouais, ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a donné envie de lire le livre, j'ai une question qui, je sais pas si je peux dire ça m'obsède en ce moment, mais j'ai un truc auquel j'aimerais bien avoir la réponse. Tu sais, je me demande, ça sert à quoi la finance? Euh, c'est pas du tout évident pour moi. Et donc, c'est une question que j'aimerais bien comprendre en profondeur. Et je me suis dit, peut-être ce livre-là, il va réussir à m'aider. Et donc, on va voir à la fin, vers la fin du podcast, ce qu'on a réussi à comprendre avec ça. Et en plus, j'avoue que moi, j'ai un peu du mal avec l'économie. Je sais pas, c'est un truc, ça passe pas trop. Euh, ouais, pourtant, j'ai fait des études de maths et de physique, pour être ingénieur, mais je sais pas, l'économie, ça passe pas. Toi, tu disais, tu en as fait à l'école. Donc j'imagine que c'est un peu plus facile pour toi. Bah, enfin, même chose. Enfin, moi, le truc, c'est que, genre, moi, j'ai eu une assez grosse déception enfin, quand j'ai réalisé l'écart entre ma formation académique ou ma formation théorique Ouais. et la réalité du monde, tu vois. Dans le Mm. sens où il y a plein de choses que j'ai appris à la fac d'éco ou en master en finance, tu vois, qui se sont avérées, genre, euh, enfin, en contradiction avec ce qui s'est passé dans le monde, tu vois. Euh, et, et donc c'est là que tu vois que, enfin c'est là que j'ai pris conscience en partie que genre le monde économique il est vachement sclérosé, vachement dogmatique, Mm. et que le mainstream économique, ce qu'on enseigne dans la plupart des écoles, enfin en tout cas à mon époque, ce qui était il y a 10 ans, maintenant je suis vieux, Mm. mais ce qu'on enseignait à l'époque, c'était juste genre du néolibéralisme classique, Mm. et c'était comment dire, enfin oui, c'est extrêmement de modèles théoriques qui en fait ne prennent pas en compte la complexité ni la réalité du monde. Ouais. Et il y avait plein d'erreurs de méthodologie et en gros, plein de choses t'étaient présentées comme acquises et comme des faits. Et en fait, c'est pas vrai, quoi. Tu Mm. vois. Donc, en gros, c'est pas très utile, quoi. Dac. La fac d'éco à mon époque, c'était pas très utile Mm. pour réellement comprendre la réalité économique, quoi.
Ouais. Bah, lui, ce qui fait de bien aussi dans le livre, c'est il explique ça un peu en intro, c'est qu'il te dit faut faire la différence entre les choses qui sont, on va dire, purement de l'économie. Donc, en gros, on t'explique un principe économique. Donc ça, c'est une chose que lui pense faire dans son bouquin, en tout cas qu'il a voulu faire. Et d'autre part, faire la différence avec des gens qui vont t'expliquer de l'économie mélangée à de la politique. Tu vois, si quelqu'un commence à te parler de augmenter la richesse totale plutôt que de réduire les inégalités, là, tu commences à faire de la politique, en fait. Tu fais pas vraiment de l'économie. Et donc, lui, il distingue un peu les deux en intro. Oui, exactement. Bah, effectivement, je suis d'accord. Il faut. C'est vrai que c'est une erreur que beaucoup de gens font, notamment des journalistes politiques dans les plateaux télé, etc. C'est de pas distinguer effectivement l'opinion politique personnelle de la théorie économique. Et en fait, du coup, tu légitimises ton opinion politique personnelle en la vernissant ou en l'enrobant de théorie économique. Et du coup, ce mélange des genres est effectivement un peu toxique à la discussion parce qu'il ne te permet pas de séparer le bon grain de l'ivraie dans le sens où tu ne sais pas ce qui est vraiment une théorie établie, empirique ou considérée comme valide par des pairs de machin. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a aussi un deuxième écueil, moi, que j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal de choses qui t'étaient présentées comme étant sûres et certaines, une évidence, un modèle robuste, machin, et en fait, c'est de la demeure, quoi. Ouais, d'accord. Et en fait, bah, je pense peut-être que dans ce bouquin, il en parle, mais genre, tu prends conscience plus tard, après, en me renseignant de mon propre chef, j'ai réalisé que, en fait, il y a plein de politiques économiques de pas mal de pays qui ont été basées sur des théories économiques et des recherches qui ont été invalidées a posteriori, tu vois. Genre tu réalises que, voilà, je sais pas, telle politique de Thatcher ou telle politique de machin, qui derrière a des conséquences très, très concrètes sur la vie des gens, tu vois. Et en fait, tu te dis, ils se sont basés sur telle étude, et en fait, 4 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, telle étude, c'est trop de la merde, quoi. Et bref. Ouais, d'accord. Ouais, et il y a pas mal de fois dans le livre où il dit, je reformule, mais il dit, là, on fait comme ça, mais on aurait très bien pu faire autrement. Enfin, voilà, il n'y a pas de loi qui nous oblige à faire comme ça, quoi. Et ça, il le dit assez souvent. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant d'avoir quelqu'un comme lui qui te fournit les bases d'un raisonnement économique, parce que ça permet d'éviter de se défendre contre le fait d'être taxé d'utopiste ou d'idéaliste ou d'irréaliste. Tu vois. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, enfin, moins aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans, mais genre, dès que tu avais une pensée un peu à l'extérieur de la doxa économique ou néolibérale qui était de dire je suis pour la décroissance, ou je suis pour la sobriété, ou je suis pour l'écologie, et du coup, je veux mettre en place tel système, très rapidement, avant d'aller dans le fond de ce que tu disais, en fait, la défense basique, c'était de dire t'es utopiste, t'es irréaliste, t'es extrémiste, t'es radical, ça va pas marcher ce que tu dis. Et en fait, il est très dur de se défendre contre ça si t'as pas les bases du raisonnement économique, tu vois. Et donc je pense, tu vois, c'est le niveau 1 dans un peu le manuel d'autodéfense politico-économique, c'est d'avoir ces bases-là de raisonnement qui permettent déjà d'écarter le fait d'être taxé d'utopiste. Oui, en fait, ouais, c'est ce qu'il dit, c'est qu'une fois qu'on sera tous lettrés en économie, on va plus se faire avoir par les différents discours. Bon, maintenant, c'est ce que Clément Viktorovitch disait aussi dans son livre sur la rhétorique, mais c'est vrai que la limite de ça, c'est bon, faut lire tous ces bouquins. Ouais, faut être lettré partout. Donc au final, c'est marrant. Ouais, c'est le truc qu'on retrouve beaucoup en intro des bouquins, mais ouais, malheureusement, ouais, c'est un peu comme ça. Non, mais je suis d'accord qu'en fait, plus tu es lettré dans un domaine, plus moins tu te fais avoir. Moins tu te fais avoir, et plus il est facile de convaincre et de pousser son point de vue. Ah, c'est ça, oui. Mais là où je rejoins aussi le mec de Reka et Clément Viktorovitch, je pense qu'il y a des domaines où il est plus important pour l'intérêt général que les gens soient lettrés que d'autres. Tu vois. Genre, il est plus important à mon sens, aujourd'hui, pour la marche du monde, que les gens soient lettrés plutôt, je sais pas, en économie, en rhétorique, un peu qu'ils aient les bases de la physique et de comment fonctionne l'environnement. Qu'en poterie. Pardon ? Qu'en poterie. Ouais, plus qu'en poterie ou en littérature, en cinéma, même si je ne méprise pas ça. Mais en fait, pour moi, tu as des domaines qui
ont des impacts sur les autres plus que d'autres, tu vois. Oui, je sais ce que tu veux dire. Je m'exprime mal, mais... Non, mais on a compris. C'était clair. Mais tu sais, c'est comme un peu les espèces, tu sais, t'as les prédateurs, les gens tout en haut et tout en bas de la pyramide de la chaîne alimentaire, pardon. Ouais. Les gens tout en haut, c'est les apex predators, quoi. Et les gens tout en bas, c'est le plancton, quoi. Et en fait, t'as certaines espèces qui s'appellent des espèces pivots, ou j'en sais rien, j'ai oublié, qui ont un impact démesuré sur l'écosystème. Ah oui, d'accord. Tu vois, et par exemple, les espèces en bout de chaîne, genre tout en bas et tout en haut, souvent, elles ont un impact démesuré sur l'écosystème. Et donc, vaut mieux être lettré dans ces domaines-là que voilà, donc, dans les domaines un peu niche. Ouais, non, ok. Exactement, il y a des domaines, il vaut mieux pour l'épanouissement personnel, mais pour l'intérêt général, quoi. Ou en tout cas, la vie en société, quoi. D'accord. Pour avoir un choix politique éclairé, quoi. Voilà. D'accord, c'était très clair. Et la particularité du livre, c'est que... bon, j'imagine c'est un peu comme sa chaîne si tu regardes depuis le début, mais en gros, ça va monter en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu es obligé de dire un peu des trucs de base, malheureusement, où tu vas peut-être réagir, où on va se dire « Ok, j'avais un peu ça en tête, mais c'est intéressant quand même, mais j'avais quand même un peu ça en tête. » Et au fur et à mesure, ça va monter en puissance. C'est-à-dire que quand tu as des bases, tu vas t'appuyer dessus. Là, c'est ce qu'il fait dans le bouquin, pour comprendre des concepts plus intéressants. Donc en gros, il y a 4 parties. Tu vois, il y a monnaie et richesse au début. Donc là, on va un peu se dire, ok, c'est cool de comprendre un peu mieux, mais on connaissait. Et après, ça s'appuie là-dessus et ça va vers crise et marché financier. Et donc là, voilà, on va voir des trucs plus intéressants. Peut-être qu'on va répondre à ma question. Ça sert à quoi les marchés financiers? On va voir. Donc voilà. Donc je vais commencer par la monnaie. Allez. Donc sur la monnaie, de sa grande partie, là, moi je vais retenir 2 idées principales. L'idée numéro 1, c'est que il explique que l'argent c'est le sang de l'économie et que la quantité d'argent doit croître lorsque l'économie croît. Et donc tu vois, il va tracer un graphe où donc ça va de 1999 à 2019 et on constate que l'argent sur le compte des Européens augmente. Tout simplement. Et en fait, déjà, j'y avais jamais pensé à ce truc. Et de 2, c'est pas du tout évident pour moi de comprendre pourquoi la quantité d'argent doit croître quand l'économie croît. Je sais pas si pour toi c'est plus évident que pour moi, mais... non, c'est pas d'une évidence inouïe. D'accord. En fait, je sais pas, moi je le vois de façon... tu sais, si plus tu as eu de croissance, en fait, plus va y avoir d'échanges de biens et de services, et donc plus les flux d'échanges vont augmenter, et donc plus tu as besoin d'argent. L'analogie que je me fais, c'est plus tu as de fontaines dans une ville, même si c'est un circuit fermé, plus tu as besoin d'eau, quoi, en fait. Je sais pas si c'est une bonne analogie. Et puis bon, lui, il dit que c'est le sang de l'économie, mais bon, bref, si tu peux te dire, plus le corps est grand, plus il faut du sang. J'imagine que c'est un peu comme les fontaines. Et j'imagine un supermarché avec de l'argent dedans pour, je sais pas, si les gens ils achètent des patates, il faut leur rendre la monnaie et tout, ou garder l'argent des patates. Si tu mets 1000 supermarchés, paraît un peu logique qu'il faut qu'il y ait plus d'argent. Donc voilà. Donc admettons, la quantité d'argent croît avec la taille de l'économie, mais est-ce que tu sais comment on fait croître la quantité d'argent? Ça, c'est hyper intéressant. En gros, c'est la banque centrale qui prête aux banques. Et après, les banques, elles ont un ratio, il me semble, si j'ai bonne souvenance. Donc, en gros, la banque centrale prête de l'argent aux banques. Et après, les banques, elles ont ce qu'on appelle des ratios prudentiels, où j'ai oublié, où elles disent genre, ce qu'elles ont emprunté à la banque centrale, elles peuvent le prêter à nouveau en x5, x10, x20, j'ai oublié. Ouais, il n'y a pas un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Donc en gros, lui, ce qu'il dit, si je fais honneur à ses propos, c'est que en gros, le premier truc que tu as dit, ça s'appelle la théorie des réserves fractionnaires, et il dit que c'est une théorie fausse. Le premier truc que tu as dit, c'est-à-dire que la banque centrale peut mettre en circulation de l'argent en achetant des trucs avec sa planche à billets. En gros, il dit que ça, c'est négligeable. Par contre, lui, il est partisan de ce qu'on appelle la théorie de la création monétaire ex nihilo. Et ça, c'est le deuxième truc que tu as dit. C'est qu'en effet, les banques, en fait, imagine, tu as un projet, tu as besoin de 100 000 euros. Tu vas avoir une banque pour qu'elle te prête de l'argent. Mais imagine, la banque, elle a que 1 000 euros dans son coffre-fort. La logique voudrait qu'elle puisse te prêter que 1 000 euros. Mais en fait, non, elle peut te prêter 100 000 euros. En fait, dans la pratique, elle a le droit de te prêter 100 fois plus que ce qu'elle a en réserve. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, exactement, c'est ça. Donc, il y a des ratios entre les fonds propres, enfin, ou Ouais. ce que la banque a dans ses dépôts, C'est ça. et ce qu'elle peut avoir en encours. Ouais. Et c'est en jugulant ce ratio par différents moyens que la Banque centrale peut gérer un peu l'expansion ou la réduction. Alors voilà, justement, il dit que ça, c'est faux, justement. Ah, ok. Parce qu'en fait, donc, ouais, tout ce que tu as dit, c'était bon. C'est-à-dire que tu dis, bah, en fait, là quand je te dis, si tu as 1000 euros, tu peux prêter 100 000 euros. Ouais. En gros, ça, c'est un taux de réserve obligatoire de 1%. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en gros, la banque, elle a son taux de réserve obligatoire de 1%, elle peut prêter 100 fois plus que ce qu'elle a en réserve. Et en gros, il dit que ça, c'est le mécanisme principal de création de monnaie. Ouais. Et par exemple, pourquoi le truc de la Banque centrale, ça marche pas? Par exemple, même avec un taux de réserve obligatoire de 1%, il dit qu'en 2019, les banques avaient créé seulement 5 fois plus de monnaie au lieu des 100 possibles. Tu vois. Ah oui, d'accord. Et donc il dit que c'est très anecdotique en fait de fixer ce taux-là en fait. Donc lui il est plutôt partisan de la théorie de la création monétaire ex nihilo donc. Et donc un autre truc super intéressant qu'il dit là-dessus, c'est que en fait quand la banque te prête 100 000 euros, en fait si tu veux cet argent il n'existe pas vraiment en fait. C'est juste la banque qui t'a promis qu'elle va te mettre à disposition 100 000 euros. Mais si tu veux, toi, avec les 100 000 euros, tu vas peut-être payer des ouvriers dont le compte, il est aussi dans la même banque. Et du coup, la banque, en fait, à aucun moment, elle a besoin de mettre la main sur cet argent. Tu vois un peu le truc. Donc, c'est dans le bouquin, il insiste vraiment, il n'appelle pas ça un prêt, il appelle ça une promesse de mise à disposition. Est-ce que tu vois un peu la subtilité et il n'y a que les banques qui peuvent faire ça. Hein. Okay. Tu vois le truc. Donc, tu vois un peu le délire où, en gros, si tu payes des gars qui ont aussi un compte dans une banque, en fait, à aucun moment l'argent a été. Il y a besoin de mettre à disposition cet argent. Je sais pas si tu vois le truc. Oui, en gros, c'est des écritures comptables qui restent dans le monde virtuel, quoi. Voilà. Qui peuvent passer d'une banque à l'autre, mais en gros, le numéraire, il est jamais créé dans cette affaire. Voilà. Et là, tu as rajouté un truc. En effet, ça peut passer aussi d'une banque à l'autre. C'est-à-dire qu'elles se mettent d'accord. Elles disent moi j'ai 100 promesses, moi j'en ai 102, viens on annule les trucs qui s'annulent et on est content. Et donc ça c'est hyper important. Et donc voilà. Et donc ça va nous servir de base pour tout le reste. Et il rajoute, on peut imaginer les 1000 euros comme un stock et les 100 000 euros en circulation comme un flux. Je crois qu'il cite un mec dans le bouquin qui disait j'ai vraiment compris l'économie une fois que j'ai compris la différence entre les stocks et les flux. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc on va s'appuyer sur cette idée là qui est hyper importante, que c'est les banques en fait qui créent la quantité de monnaie. Et ça, c'était l'idée numéro 1 dans la partie sur la monnaie. Et il y a une idée numéro 2 où ça, je pense que c'était déjà un peu plus clair pour nous, ou pour la plupart des gens qui vont écouter. C'est qu'il dit, donc il nous rappelle que l'argent c'est que du papier. Pour produire des choses, il faut du travail humain, du travail des machines, de l'énergie, des matières premières, la nature pour faire son travail, donc gestion des déchets et pollinisation, et connaissance. Et donc il dit un truc qui fait bien de rappeler, c'est un manque d'argent ne peut jamais être la raison pour laquelle un projet ne peut pas aboutir. C'est forcément un manque d'un des trucs qu'on vient de citer. Donc si tu peux pas construire de pont, c'est que soit tu sais pas comment faire, soit t'as pas les matières premières, soit il faudrait demander à des gens de pas fabriquer des Twix mais de fabriquer le pont, mais c'est pas un problème de papier quoi. Je sais pas si ça c'était clair. Oui. Ouais, ça on avait compris. Et donc, en fait, dit autrement, c'est plus en fait l'argent c'est un peu la manière abstraite qu'on a trouvée pour allouer des ressources entre nous ou pour affecter une valeur perçue aux choses. Mais c'est pas ça qui donne la valeur intrinsèque, quoi. C'est-à-dire, toi, tu as un projet, quel qu'il soit, il a une valeur intrinsèque en fonction d'une variété de critères, genre ta crédibilité, tes connaissances, ta capacité à le mettre en œuvre, la pertinence de ton projet par rapport au marché, etc. Bref, il y a plein de caractéristiques qui font. Et l'argent, ça affecte juste une valeur faciale affichée à ce projet-là,
mais c'est pas ça qui lui donne une valeur, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, de ce que je comprends de sa philosophie, bon, que toi, tu avais l'air de dire que c'était un peu hétérodoxe, lui, il a l'air de dire que en fait, la dette, c'est bien, parce que c'est synonyme d'investissement, en fait. Si tu veux, toi et moi, on est endettés quand on achète un appart. Et en gros, là où tu peux avoir un problème, c'est si ta dette, elle augmente par rapport à ton PIB. Parce que ça veut dire qu'en gros, tu as un problème d'efficacité des investissements. Tu vois, c'est en gros, tu t'es plus endetté par rapport à ton salaire. Mais par exemple, si tu as une dette qui augmente et tu as un salaire qui augmente, là, c'est pas grave. Donc en gros, si tu as une dette par rapport au PIB qui augmente, mais que le rapport entre les deux reste le même, en fait, pourquoi pas, quoi. Donc quelqu'un qui gagne très bien sa vie va pouvoir s'endetter beaucoup, et quelqu'un qui gagne un peu moins bien sa vie va pouvoir s'endetter un peu moins. Mais en gros, tu vois, lui, il a l'air de dire que en fait, dette, c'est normal, quoi, c'est bien, en fait. Oui, ça on est d'accord. En fait, ce qui est important, c'est plus la soutenabilité d'une dette, plus que sa valeur absolue. Tu vois. Tu sais, une valeur absolue, genre on te dit, tel pays est endetté à tant de milliards ou à tant de trilliards, en fait, ça te permet pas de dire si c'est bien ou pas. Ouais. Ce qu'il te faut, c'est le ratio dette sur PIB et la tendance. Ouais, c'est ça. Est-ce que ce ratio... Et même une fois que tu as ça, il faut aussi d'autres critères, genre si typiquement... si tu contrôles une monnaie de référence mondiale comme le dollar, bah là, tu peux ken pas mal de gens aussi. Mais tu vois, genre, c'est bien de faire l'analogie par rapport aux finances personnelles, mais aussi, si j'ai bonne souvenance, il met en garde contre ça. Genre, exactement. Parce que tu vois, un État, c'est pas comme un individu. Donc lui, par exemple, il peut faire défaut sur sa dette, ça pose moins de problème. Enfin bref. Lui, ce qu'il dit surtout, la phrase qu'il répète tout le temps, c'est il faut pas du tout. Quand tu raisonnes au niveau macroéconomique, tu peux pas. C'est pas du tout la phrase qui sort, c'est raisonner en bon père de famille qui gère bien ses comptes. Parce que quand tu raisonnes en macroéconomique, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Ouais. Et donc, en fait, ce qui va expliquer, juste pour revenir sur le vocabulaire de tout à l'heure, en gros, des gens qui remboursent leurs dettes, un État qui rembourse ses dettes, en fait, c'est un État qui détruit sa monnaie et qui détruit son carburant, en fait. Pour faire l'analogie avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois un peu le truc ? Yes. Donc ça, c'était pour la monnaie. On a commencé à poser cette petite base qui va nous servir pour tout à l'heure. Ensuite, on passe à sa deuxième grande partie, qui est tout ce qui est richesse et croissance. Alors bon, le PIB, peut-être rapidement, on peut le redéfinir. C'est quoi le PIB ? Lui, il donne un exemple avec du poisson. Donc il dit, d'abord, le poisson, il est pêché. Donc celui qui transforme le poisson l'achète et donne 40 balles au pêcheur. Celui qui cuisine le poisson l'achète 80 balles à celui qui transforme le poisson. Et le client, à la fin, il l'achète 120 balles à celui qui a cuisiné le poisson. Et donc le PIB, c'est 120 balles. Donc c'est soit le prix de vente final, donc 120 balles, soit c'est la somme des revenus. Si tu fais gaffe, tout le monde a gagné 40 € dans l'histoire. Soit c'est la somme des dépenses. Tout le monde a dépensé 40 € dans l'histoire. Donc voilà, donc les trois définitions donnent strictement la même chose. Et ça, c'est le PIB. Et on peut s'arrêter un peu sur les limites du PIB, parce que c'est intéressant. Est-ce que tu en connais certaines par cœur, déjà qu'on peut citer, avant de passer vers lui ce qu'il dit ? Oui, en gros, tout ce qui est dans l'économie informelle, en fait, voilà, je pense que le principal problème l'un des problèmes du PIB, c'est que ça ne capte pas tout ce qui a de la valeur dans la société. Dans le sens où il y a plein de services rendus, mais qui ne se matérialisent pas par une transaction monétaire. Typiquement, tout ce qui est travail domestique. À la maison, tu fais les tâches ménagères ou c'est plutôt ta femme qui les fait. Tu vois, s'il n'y a pas de transaction entre vous, ça ne va pas être compté dans le PIB, alors que ça a une valeur, tu vois. Alors que si tu embauches quelqu'un pour le faire, exactement. Là, par contre, ça va compter. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu vois, pour une activité donnée, pour une même activité, si elle se matérialise par une écriture comptable ou par une transaction financière, dans ce cas-là, elle va être comptée dans le PIB. Si elle est faite par du troc ou gratuitement dans le cadre de la cellule familiale ou amicale, c'est pas compté dans le PIB, alors que ça peut avoir de la valeur pour une société. Quoi. Ouais, et je peux faire un exemple absurde. C'est, imagine, je fais une blague et je te paye 5000 balles par mois parce que t'es un bon pote, et toi, tu fais de même, c'est-à-dire que tu me payes 5000 balles par mois parce que je suis un bon pote. Au final, on aura augmenté le PIB de 10 000 par mois, du coup 10 000 x 12 en un an.
Et c'est difficile de se convaincre que c'est pas un peu con, enfin, ce qu'on a fait. Tu vois, ça fait penser un peu pour ceux qui ont vu l'épisode sur le financement politique, ça fait penser à Pénélope Fillon. Est-ce qu'elle a vraiment augmenté le PIB de... Alors, je sais pas c'est quoi son salaire, 5 000 euros à chaque fois qu'elle faisait une slide, tous les mois. Bah, tu vois, genre, les gens sont pas convaincus. Ouais. Quoi. Donc, donc il y a des failles, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est une faille évidente. Ouais, je sais pas si t'en vois d'autres. Une autre, c'est que genre aujourd'hui, après ça c'est plus un débat de fond politique, c'est que aujourd'hui l'alpha et l'oméga de pas mal de nos décisions politiques et de notre législation et de nos règlements fiscaux, l'objectif c'est de générer de la croissance. Et du coup, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle la North Star, la métrique principale de nos politiques publiques. C'est l'une des métriques principales et que du coup, elle affecte pas mal de métriques secondaires. Et alors que potentiellement, le problème, c'est que c'est un indicateur qui prend pas nécessairement en compte d'autres choses qui peuvent, à notre sens, être importantes pour le bien-être. Quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont créé d'autres indicateurs, genre un panier d'indicateurs ou autre chose. Ça, c'est un peu un débat sans fin sur lequel il n'y a pas de consensus sur comment mesurer un peu genre l'essor de bien-être ou l'essor économique d'une société. Mais voilà, le point est que le PIB, c'est un indicateur économique particulier qui est assez réducteur et qui ne suffit pas à mesurer l'épanouissement ou le bien-être d'une société, quoi. Bah vas-y, du coup, ça c'est le point justement que j'aimerais développer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste rapidement citer les autres points et celui que tu viens de dire, on va le développer. Donc les autres limites du PIB, c'est le marché de l'occasion n'augmente pas le PIB. Donc si tu t'achètes une nouvelle maison, ça augmente le PIB. Si tu achètes une maison d'occasion, ça n'augmente pas le PIB. Ça ne tient pas compte de tous les services rendus par la nature. Si tu coupes toute la forêt sur ton territoire, tu vas te dire tu vas avoir un PIB de poney. Par contre, c'est con de faire ça. Donc voilà. Ensuite, ça fait pas la diff entre Après, ça, l'histoire de la nature, c'est pas vrai. Enfin, dans le sens où justement, pas mal de politiques liées à la transition économique, on en a discuté pas mal dans d'autres bouquins, c'est le fait d'intégrer dans les prix et dans la fiscalité les externalités positives et les externalités négatives. Ouais. Et en fait, si tu fais ça, du coup, ça rentre dans le PIB. Tu vois. Enfin, pour moi, le fait que ça ne rentre pas dans le PIB, c'est plus une défaillance. Une erreur de méthodologie. Exactement, c'est plus une erreur méthodologique qu'un problème intrinsèque du PIB. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas, ça rentre pas. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Je me demande si on peut pas dire ça de tous les points. Alors, mais attends, on va voir. Du coup, ça fait pas la diff entre les ventes de cigarettes et le salaire d'une infirmière. Peut-être on peut pas l'intégrer là-dedans. Le PIB, il est content quand il y a la guerre. Ça ne tient pas compte des inégalités. Et ça tient pas compte de l'inflation. C'est-à-dire que si tu produis 1000 pommes une année et 1500 pommes l'année suivante, tu t'es enrichi de 500 pommes. Et ça paraît contre-intuitif que le prix de la pomme rentre dans l'équation. Hein. C'est plutôt la quantité de pommes qui va nous intéresser. C'est une façon de voir les choses, on pourrait le voir autrement, mais c'est une façon de voir les choses. Et donc, il y a quand même un point qui ressort, et ça rejoint ce que tu disais. Et ça, on va passer un petit peu de temps dessus. C'est que le PIB, ça mesure l'enrichissement, mais pas la richesse. Et donc, tu pourrais avoir, à première vue, un PIB de 0 et toujours avoir toutes les richesses dont on dispose. T'en penses quoi de cette phrase ? Oui, en fait, je pense que c'est notre histoire de flux et de stock, non ? Ouais. C'est qu'en gros, si aujourd'hui, là, on arrêtait toute transaction financière, genre juste on se dit... on vit que avec les richesses. On vit que avec ce qu'on a, tu vois. Ouais. En fait, on pourrait quand même vivre et on aurait un PIB de 0, alors qu'en sur le papier, un PIB de 0, c'est une catastrophe, quoi. Eh ben, pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc c'était justement pour faire un peu de la provoque cette phrase, parce que en fait, il va expliquer que certaines créations de richesse sont essentielles à la vie. Mais bon, quand tu réfléchis 2 secondes, ça devient tout de suite évident. Faut produire de la bouffe, la transformer et la vendre. Donc ça, t'as besoin de faire ça. On pourrait argumenter que tu dois réparer les infrastructures. C'est-à-dire qu'en gros, si tu les répares pas, du coup, tu dégrades la richesse qui existait déjà. Donc, tu as une partie du PIB qui doit réparer les infrastructures pour pas régresser.
Et tu dois fournir des services qui sont non stockables. Donc, par exemple, tu peux te dire, les soins et l'éducation, c'est peut-être un truc, si tu le coupes, tu peux dire que tu as perdu en richesse plutôt que juste t'arrêter d'en gagner. Ouais. Donc lui, il fait une analogie, il dit le PIB, c'est comme l'eau qui va couler dans une baignoire. L'eau dans la baignoire, c'est les richesses dont on dispose. Mais par exemple, tu peux pas boire l'eau dans la baignoire parce qu'elle est pas potable. Et il faut boire au robinet pour pas mourir de soif. Et il se trouve que la baignoire est trouée parce que c'est les infrastructures qu'il faut entretenir. Enfin voilà, on a compris. Et ça, moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, ce que ça te dit, c'est que le PIB, ça permet de distinguer les nouvelles richesses créées stockables, donc nouvelles infrastructures, connaissances. Le PIB, ça ne permet pas de distinguer toutes ces choses. Donc, les nouvelles richesses stockables créées, nouvelles infrastructures, connaissances. L'entretien des richesses stockables existantes, donc rénovation, éducation, tout ça. Les flux nécessaires à la survie, ce qu'on disait, il faut de l'eau, de la bouffe, des soins, du chauffage. Et les flux beaucoup moins nécessaires, donc je sais pas si tu as des influenceuses qui vont se mettre à moitié à poil, ça c'est moins nécessaire, mais ça rentre dans le PIB. Et donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que toutes les composantes de la baignoire là, qu'il décrivait, en fait le PIB ça permet pas de les distinguer. Et donc finalement, si tu as une baisse du PIB, tu sais pas si c'est un ralentissement de l'enrichissement, donc je sais pas, tu as créé moins d'infrastructures nouvelles, ou alors c'est carrément un appauvrissement véritable, où tu as moins de bouffe, les infrastructures se dégradent et tout. Et je sais pas, on peut se poser deux minutes là-dessus, parce que moi, j'avoue, c'est un peu nouveau pour moi, cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu ne distingues... Enfin, quand tu as une baisse de PIB, tu sais pas si tu t'es appauvri ou si, tu vois, ou si juste tu as arrêté de t'enrichir, quoi. Ouais, non, j'avoue, c'est intéressant. Moi, ça m'a un peu mindfuck. Non, c'est vrai, c'est intéressant. En fait, je trouve, en règle générale, c'est intéressant de se concentrer sur les problématiques économiques et même la théorie économique, parce que c'est souvent contre-intuitif. Et souvent, ça remet en question pas mal de raisonnements que tu peux avoir un peu mécaniques, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant. Et en fait, c'est souvent des mindfuck. C'est exactement ça, là. Ouais. Et le problème, c'est que tu n'as souvent pas de réponse, tu vois. Non, mais voilà. Mais je suis super content de repartir en me disant une baisse du PIB ne te dit pas si tu t'es appauvri ou juste tu t'es enrichi moins vite, quoi. Oui, exactement. Mais tu vois, tu comprends la démarche globale des gouvernants, etc., qui est de dire juste on prend l'ensemble, et si l'ensemble augmente, probablement c'est bien, tu vois. Et si l'ensemble diminue, probablement c'est pas bien. Mais effectivement, tu rentres pas dans la granularité de qu'est-ce qui est de l'entretien, qu'est-ce qui est de la création de richesse, qu'est-ce qui est de l'essentiel et qu'est-ce qui est du non essentiel. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, ça c'était cool. Et sinon, il y a une autre idée qui m'a un peu intéressé dans cette partie avant de passer à l'autre, c'était le lien entre le PIB et le chômage. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Donc, vu que le PIB, ça correspond à l'ensemble des richesses produites, donc là, on va dire que le PIB, c'est la somme des salaires, on peut prendre cette définition-là. Donc le PIB, en quelque sorte, si c'est la somme des salaires, c'est le gâteau qu'on se partage chaque année en termes de salaire. Et si tu as du chômage dans une société, mais pas de croissance économique, en fait, tu ne peux pas donner du gâteau, donc allouer des salaires aux chômeurs, sans en enlever aux autres, et donc baisser leur pouvoir d'achat. Et ça, toi, peut-être tu l'avais en tête, mais moi, ça m'a un peu mindfuck aussi, que en fait, si tu n'as pas de croissance, tu es obligé d'en enlever aux autres pour réduire le chômage. Ça, c'était pas forcément très clair pour moi, quoi. Le truc, c'est que là, c'est pas évident, parce que là, le lien avec la croissance, il est un peu éloigné. Mais en fait, quand tu décortiques le truc, tu comprends assez facilement. En fait, tu sais, le chômage, c'est financé par les cotisations patronales et les cotisations des salariés. Et donc, des actifs, tu vois. Donc, en gros, quand tu es un actif employé, salarié, disons, dans une partie de ton salaire, l'écart entre ton brut et ton net, dedans, c'est les cotisations salariales. Et après, en plus de ton net, il y a les cotisations... En plus de ton brut, pardon, il y a les cotisations patronales. Et donc, en gros, ton brut plus les cotisations patronales, c'est le coût de ton salaire pour l'entreprise. Donc, disons, tu es payé 100 000 euros, tu as un très bon salaire. 100 000 euros brut, en fait, ça coûte à l'entreprise fois 1,5, à peu près 1,4. Ouais. Ça coûte 140 000, 150 000 euros, parce qu'elle va payer 40 000, 50 000 euros en plus de cotisations qui vont abonder
dans différentes caisses, assurance maladie, assurance chômage, assurance, etc. Et toi-même, tu payes aussi des cotisations qui sont l'écart entre ton brut et ton net, qui financent ces différentes caisses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, globalement, c'est les actifs qui financent les personnes vulnérables ou les personnes non actives. Ouais. Et en fait, ce mécanisme, il existe que s'il y a de la croissance, dans le sens où s'il n'y a pas de croissance, tu ne peux pas payer les salaires, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout à fait ça qu'il dit. C'est-à-dire, là même, imagine, on peut faire juste une caricature où en gros les chômeurs ils touchent rien, ils ont aucune aide, ils ont rien, ils ont zéro. En gros, la seule manière de réduire le chômage dans une société où il n'y aurait pas de croissance, donc la part du gâteau n'augmente pas et les salaires n'augmentent pas, ça serait de prendre une part du salaire de ceux qui en ont un et de l'utiliser pour payer les chômeurs, mais dans le cadre d'un travail, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en gros, c'est pas une aide, quoi. C'est-à-dire que le chômeur, il trouverait un emploi et il recevrait un salaire, mais en fait, ça vient forcément du salaire des autres, puisque la croissance totale n'a pas... Enfin, puisque le gâteau, tu vois ce que je veux dire? Le gâteau total n'a pas augmenté. Oui, et ça, c'est un raisonnement clé que j'avais pas en tête, quoi. C'est-à-dire que si tu as 20% de chômage, si tu veux qu'il y ait une partie de ces gars-là qui aillent bosser au resto, je dis n'importe quoi, et reçoivent des salaires, et que tu constates que cette année, ton PIB n'a pas augmenté, en fait, c'est forcément que le salaire des autres a baissé. Oui, exactement. Effectivement, et après, ça rejoint le débat sur la réduction du temps de travail. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu pourrais aussi te dire... Qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, soit tu décrois le salaire horaire, donc pour un même temps de travail, juste tu décrois le salaire, voilà. ce qui nous rendrait extrêmement tristes. Ouais. Soit tout simplement, tu réduis le temps de travail, et du coup, le temps de travail donné, avant, il y avait 100 unités de travail, 100 heures de travail à faire sur toute la population. Exactement. Ouais. 100 heures de travail à faire sur 10 personnes, 10 personnes, ça fait 10 heures par personne et une personne qui travaille pas, machin. Si tu le fais sur 11 ou 12, du coup, ça fait plutôt que 10 heures, ça fait 9 ou 8 heures par personne. Ouais. Et en fait, tout le monde a du travail. Tu vois. Non, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que si tu veux réduire le chômage dans un monde qui stagne, qui n'a pas de croissance, en fait, soit tu demandes aux gens de travailler moins, du coup, on partage les heures tous ensemble, soit tu demandes aux gens d'être payés moins. Et dans ces cas-là, ça marche aussi. Donc c'est assez rigolo, et ça veut dire que la croissance c'est une sorte de cheat code, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'en gros la croissance, tout le monde est content. Du coup juste les gens sont payés pareil, mais tu peux allouer la part supplémentaire. Oui, et puis là où ça devient d'autant plus compliqué, c'est que après tu as les enjeux de compétition et de productivité, du coup, qui là can le game. Oui, non mais là, effectivement. Parce qu'effectivement, tu vois, sinon c'était tout le débat. En France, tu as eu cet exemple-là de la réduction de temps de travail aux 35 heures, tu vois. Ouais. En fait, c'est très intéressant parce que c'était ça la démarche, tu vois. C'était de dire, on va réduire le chômage et accroître le bien-être des gens en réduisant le temps de travail, tu vois. C'était une réforme de gauche qui, à mon sens, était très bien, tu vois. Mais du coup, l'épouvantail en face, c'était ça va réduire la compétitivité de la France parce que le chinois, l'allemand, le polonais, ils travaillent 1200 heures. Et du coup, nous, on va être bien contents avec nos 35 heures, mais en fait, les entreprises, elles vont délocaliser et machin. Et en fait, c'est là où ça devient dur, tu vois. Oui, ce qui est pas forcément un mauvais argument. Hein, ouais. Oui, mais après, du coup, c'est là où c'est intéressant d'avoir des études empiriques. Parce que là, du coup, et c'est là où c'est très intéressant c'est là où je trouve en économie, c'est extrêmement intéressant, c'est les comparaisons dans le temps et ou les comparaisons entre pays. Tu sais, t'as les comparaisons dans le temps où genre t'as eu une rupture donnée, genre mise en place des 35 heures, tu vois ce qui se passe avant et après. Après, tu as toujours le toute chose égale par ailleurs qui est complexe, mais quand même, quand tu as une grosse réforme, tu peux quand même voir avant-après. Et tu as les comparaisons entre pays qui ont pris deux voies différentes, deux pays qui étaient similaires, mais qui ont implémenté deux lois ou deux fiscalités différentes. Tu vois comment ils évoluent. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les raisonnements purement théoriques que j'ai eus, par exemple, dans mes études. Ouais, d'accord. Oui, ça permettrait d'aller plus loin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Yes. Donc... Ensuite, la troisième grande partie, là, on commence à rentrer un peu dans le dur. C'est une fois qu'on a vu les bases, c'est les crises économiques. Et donc, une crise économique, c'est quoi ? En fait, c'est une stagnation ou un ralentissement de la croissance du PIB. Donc, c'est subtil. Hein. Et c'est une définition problématique parce qu'on a vu que le PIB inclut et n'inclut pas et mélange tout un tas de choses. Donc, typiquement, si demain, les gens arrêtent d'envoyer plein d'argent à des influenceuses, si on reprend l'exemple des influenceuses,
on pourrait éventuellement dire qu'on ne s'est pas appauvri, tu vois, ça se débat, mais on pourrait dire ça. Cette remarque te paraît-elle pertinente? Là aussi, je te fais réagir. Oui, elle me paraît pertinente. Et, et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'économie. Ouais, en fait, je pense qu'on est en train de s'approcher de pourquoi c'est pas passionnant l'économie et pourquoi ça a tant d'importance dans la vie de tous les jours. C'est que, en fait, tu peux pas, à mon sens, tu peux pas dissocier une discussion autour de la politique économique, de la politique fiscale, en évitant tout le débat sur qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui te paraît essentiel, qu'est-ce qui te paraît accessoire, qu'est-ce qui te paraît salutaire pour la société, qu'est-ce qui te paraît néfaste, tu vois. Et je pense que c'est ça que c'est ce que tu disais dans ton intro sur il faut séparer l'opinion individuelle de l'économie. Mais en fait, c'est très dur parce que l'économie, c'est un peu un moyen qu'on a trouvé pour orienter ce qu'on appelle le comportement des agents, tu vois. L'économie et la fiscalité, c'est de dire on veut que les gens fassent plus ça, du coup on va subventionner. On veut que les gens fassent moins ça, du coup on va taxer. Tu vois. Et en fait, dire ça, c'est une opinion politique, tu vois. Ouais. Et donc en fait, l'économie, c'est pas neutre, c'est foncièrement politique, tu vois. Et ça rejoint ton débat de oui, est-ce qu'on s'est enrichi ou pas. Mais en fait, à partir du moment où tu dis ça, du coup, il faut qu'on se pose collectivement qu'est-ce qu'on considère comme enrichissant, qu'est-ce qu'on considère comme pas enrichissant. Et ça, il n'y a pas consensus, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que le néolibéralisme est si attrayant, parce que il est, comment dire, il est partiellement, il est démocratique dans le sens où il est non jugeant. Il dit genre, tu vois, genre, il dit on va libéraliser, on va laisser les acteurs, en théorie, tu vois, en apparence, on va laisser les acteurs agir comme ils aimeraient, et du coup, chacun affectera de la valeur à ce qu'il veut, tu vois. Et du coup, là, je suis en train de m'enflammer dans une théorie obscure, mais si je vais plus loin, tu vois, je dirais que genre le néolibéralisme et même le libéralisme, le fait de réduire, de déréguler les choses, c'est un peu la défaite de la politique, dans le sens c'est un renoncement à collectivement décider ce qui est important, et une manière de dire, bah, on ne s'est pas décidé ensemble, donc on va laisser le schéma, tu vois. On va laisser le marché, tu vois. Et tu sais que c'est de la folie parce que c'est exactement la conclusion du bouquin, ce que tu viens de faire. Donc c'est vraiment pas mal. On reviendra dessus, mais juste pour en une phrase, effectivement, dans la conclusion, en fait, il va opposer la liberté totale, où tu te dis, bah oui, si tu as envie d'être libre, dans ces cas-là, il n'y a pas de règles et on fait ce qu'on veut et il se passe ce qui se passe. Et au contraire, tu peux aussi te dire, bah, si tu veux baliser le chemin, bah, ça implique moins de liberté, forcément. Tu balises le chemin, tu dis, bah, nous, on veut peut-être plus de ça et moins de ça. Et un monde avec un chemin balisé, il va te dire, bah, c'est plus de salaire pour les infirmières et moins de salaire pour, je sais pas qui fait un truc qui sert à rien, tu vois. Ça, c'est un monde balisé. Et donc, c'est ce que tu dis, c'est un trade-off entre, est-ce que tu veux de la liberté ou est-ce que tu veux, baliser les choses, quoi. Ouais. Bah ouais, exactement, je suis complètement d'accord avec ça. Et voilà, et moi, j'insiste sur le fait, je trouve que les victoires des 50 dernières années, les victoires du libéralisme et l'expansion un peu des politiques libérales et de dérégulation, qui sont en train de se réduire aujourd'hui, mais voilà, c'est une défaite du politique, quoi. On ne sait plus collectivement fixer une direction, on ne sait plus collectivement décider ce qu'on trouve bien, ce qu'on trouve pas bien. Et du coup, on renonce, on dit, ouais, voilà, c'est le marché, frère. Et, et le truc, c'est que là, on se retrouve dans une époque où on peut plus faire ça. Parce qu'on est dans la demeure, tu vois. On est dans la mer pour deux raisons, genre inégalité qui génère des remous sociaux. Genre, on va aller avec des piquets fouetter les riches, tu vois. Et crise climatique qui génère des remous aussi, parce que juste... il faut qu'on va quand même aller piquer les riches. Exactement. Du coup, la période où on pouvait s'affranchir de cet effort intellectuel et cet effort d'empathie mutuelle, de dire, on va essayer de faire des choix collectifs, on peut plus le faire, tu vois. Ouais. Bah voilà, t'as prédit la conclusion, c'est la folie. Donc là, je te disais, cette remarque te paraît-elle pertinente? Parce que je disais, si demain on arrête d'envoyer plein d'argent à des influenceuses, est-ce qu'on s'est vraiment appauvri? En fait, cette remarque, elle n'est pas si pertinente que ça, parce que ce qu'il faut se dire, donc attention, nous dit Gilles,
c'est que si les influenceuses elles reçoivent plus d'argent, il n'y a pas d'influenceuse dans le livre, hein, c'est mes trucs. Hein. Pas que les gens croient que voilà. Donc il met sa patte. Je mets ma patte. Si les influenceuses reçoivent plus d'argent, en fait, le problème, c'est que, encore une fois, là, on a raisonné de manière microéconomique. Quand tu raisonnes de manière macroéconomique, et tu sais, on disait les dépenses des uns sont les salaires des autres, si les influenceuses perdent leur argent, en fait, elles vont pas pouvoir acheter des choses qui, elles, sont utiles pour elles. Ce qui est un manque à gagner chez les gens qui vont fabriquer les choses qui sont utiles. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas si mal, en fait, d'appeler ça une crise. Même sans avoir trop analysé qu'est-ce qu'on a perdu. Parce que finalement, ça reste quand même des choses utiles qui sont plus accessibles à des gens. Et en fait, ça ouvre une parenthèse sur le fait que, typiquement, si tu regardes les allocations chômage, donc le fait de rémunérer quelqu'un lorsqu'il a perdu son travail, en fait, tu peux aussi voir ça comme une sorte d'amortisseur de crise. C'est-à-dire, ça permet de lisser les choses. C'est-à-dire que quand tu as perdu ton travail, admettons, qui n'était pas très utile, tu vas toucher tes allocations chômage, tu vas continuer à dépenser de l'argent, continuer à rémunérer, je sais pas moi, la babysitter, bref, le gars qui fait ton pain, tout ça, le temps que tu trouves un travail peut-être un peu plus utile ou un peu plus dans l'air du temps, ou, voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant, tu vois, de se dire les allocations chômage, c'est une sorte d'amortisseur. Et d'ailleurs, tu vois, je m'étais toujours demandé pourquoi un mec qui gagne 10 000 euros par mois, pourquoi est-ce que quand il est au chômage, il devrait gagner toujours à peu près la même somme. Je me suis dit, c'est toujours un peu absurde. Enfin, il pourrait juste gagner un SMIC, quoi. Enfin, tu vois, voilà, le truc, c'est que tu sais, il a un train de vie qui correspond à ses revenus, etc. Oui, mais tu pourrais être pas sympa et lui dire, là, ton train de vie, fuck, tu vois. Enfin, ça serait pas, ça serait entendable. Ça serait entendable, mais en fait, le truc, c'est que tu construis tes dépenses en fonction de ton revenu estimé, tu vois, enfin, de tes revenus futurs. Et du coup, c'est pas nécessairement du confort, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être genre juste, tu t'es engagé sur un certain nombre de choses. Tu vois. Voilà, tu vas devoir déménager et tout, c'est relou. Ouais. Mais néanmoins, quand même, à la fin, de le payer cette somme-là, en fait, ça reste en fait un amortisseur de crise dans le sens où il va pas être obligé de virer son jardinier ou tu vois ce que je veux dire. En fait, il va toujours continuer à rémunérer en fait les gens qui faisaient des choses pour lui. Et finalement, du coup, ça rentre pas dans une espèce de spirale où du coup, il a viré son jardinier, qui n'a plus d'argent, qui du coup va lui devoir arrêter d'acheter tel et tel truc, enfin, tu vois, et ainsi de suite. Et en fait, c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Mais c'est bien qu'il y ait un plafond, quoi. Parce que c'est bien qu'il y ait un plafond, parce que sinon, on rejoint la théorie du ruissellement. Ouais. Où tu dis, genre, quelle que soit la thune, quel que soit le niveau de thune que tu as, ça ruisselle nécessairement. Tu vois. En fait, non, au bout d'un moment, ça ruisselle. Mais ça, je savais pas. Tu dis qu'il y a un plafond, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux quand tu es trop riche, tu touches pas le chômage à hauteur de. Ah oui, ouais, en fait, ton chômage, il est plié à un maximum, quoi. Ah, je sais pas. Ok, d'accord. Ce qui est bien, parce que, en toute logique, tu vois, ce que tu dis, qui est le fait qu'il y a de l'interdépendance entre les acteurs économiques et qu'effectivement, il y a une part de ruissellement dans le sens où, genre, tes revenus, tu calibres tes dépenses en fonction de tes revenus, etc. Et que du coup, ça fonctionne jusqu'à un certain seuil de revenus, où après, au-delà, c'est juste de la spéculation. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il fait pas des choses très utiles avec son argent, quoi. Après, juste t'achètes 4 lambeaux, tu vois. Tu multiplies les maisons et les lambeaux, et tu vois. Oui. Mais justement, on va parler des Lamborghini. Justement, et on va essayer de raisonner, parce que une autre manière de dire la même chose, sans vraiment dire la même chose, c'est, tu sais, quand on pense à une décroissance de 5%, si on prend l'ordre de grandeur qui est proposé par monsieur Jancovici, tu sais, quand on dit ça, une décroissance de 5%, on a l'impression que, en gros, on va pas se suicider, quoi. Enfin, être 5% moins riche, il n'y a pas de couper la couille droite. Surtout si on s'organise à peu près et que ça implique que, tu sais, c'est juste les pauvres sont 0% moins riches, et peut-être les plus riches, ils sont 20% moins riches, et en moyenne, c'est 5%. Donc, tu as vraiment l'impression que tu vas pas te couper la couille droite. Mais, tu vois, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, avec une décroissance de 5%, tu vas pas dépenser 5% de moins de façon homogène. C'est-à-dire que tu vas arrêter les dépenses qui sont moins essentielles. Et donc, typiquement, là, il dit, on va aller moins au cinéma, par exemple, mais tu peux aussi t'acheter moins de sacs Gucci.
Et les cinémas vont faire faillite, et donc les gens qui travaillent dans les cinémas vont se retrouver avec rien, et donc eux vont plus aller au cinéma, et ainsi de suite. Et donc encore une fois, là c'est une autre manière de dire la même chose, encore une fois, l'État agit comme amortisseur avec les allocations, quoi. Et donc je sais pas, si les 5% de décroissance sont portés uniquement par les riches, peut-être ils vont arrêter de s'acheter des Lamborghini, et du coup le secteur de la Lamborghini va faire faillite, et le mec qui vend des Lamborghini, il va bien être content, le petit vendeur, d'avoir des allocations chômage pour pouvoir rebondir et changer de taf, quoi. Tu vois, donc on dit un peu la même chose, c'est marrant. Donc il dit c'est l'hétérogénéité de la croissance qui pose problème. Okay. Et ça, c'est un choix politique qui se résout, nous dit Gilles, comme on l'a vu avec mes propositions phares. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et dans ce chapitre-là, juste pour rappeler, on parle de crise, donc on peut juste se refocus sur le sujet. Et il dit qu'il y a 2 types de crises. Donc la première crise, c'est une crise psychologique. On appelle ça encore crise de la demande. Et en gros, c'est les gens qui juste achètent moins, alors que les choses sont là et sont disponibles. Tu vois le truc. Et donc en fait, ça fait moins de revenus pour les autres. Et du coup, eux, ils vont dépenser moins, et ainsi de suite. Et ça fait un peu une spirale infernale un peu relou. Et donc ça, c'est purement psychologique, en fait, parce que les choses sont là, matériellement et physiquement. Et en général, là, il faut une intervention de l'État. Donc injecter du travail, de l'argent, dire, je sais pas, à 1000 péons, venez, on va construire un pont, et tu construis un pont au milieu de nulle part. Et là, voilà, en général, ça permet d'amortir cette espèce de spirale. Je sais pas si c'était un peu clair, ça, pour toi. Ouais, tu sais, c'est un peu... tu sais, c'est les 2 grands trucs. T'as des crises d'offres et des crises de demande, tu vois. Oui, exactement. Ce que tu dis psychologique et machin. Et en fait, demande, c'est que les acteurs les acteurs font des anticipations négatives. Et c'est ce que tu dis dans le côté psychologique. C'est genre, ils perçoivent que le futur sera plus sombre. Ouais. Donc, potentiellement, ils épargnent plus et ils dépensent moins. Et du coup, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est ça qui est très intéressant aussi dans l'économie, c'est les effets d'entraînement que tu peux avoir et les côtés autoréalisateurs. Et c'est pour ça que le discours et la psychologie, c'est très important. C'est pour ça que tout ce qui est les discours des gouvernants et les discours des banques centrales en période de crise, c'est hyper codifié. Parce que si le mec, il a un petit spasme sur la bouche, du coup, ça va niquer la confiance des acteurs, tu vois. Ouais, d'accord. Bref, et du coup, effectivement, la demande, c'est tu perçois ou tu anticipes des temps plus difficiles, et du coup, tu épargnes plus. Et du coup, il faut ce qu'on appelle un choc de demande. Donc, en gros, soit des investissements massifs de la puissance publique, soit des subventions. Tu vois, genre, par exemple, ce qu'il avait fait Trump, je crois, les chèques où il a donné 1 000 € à tous les Américains, tu vois. Bref, en fait, il y a différentes manières de faire après pour stimuler la demande. Donc, soit tu crées de l'emploi via des politiques d'infrastructure, ce que aussi ont fait les États-Unis, soit direct, tu déverses de la thune sur les gens de différentes manières, etc. Dans la BD Economics, quand ils font ça, il y a toujours un petit mec avec un seau de billets en train de déverser sur la case d'en dessous. Voilà. C'est une remarque pertinente de ma part. Et c'est ce qu'on appelle aussi la relance keynésienne, je crois. Je crois que c'est lui qui a fait. Mais oui, tout à fait. Je tiens toute ma culture de la BD Economics, donc je te confirme que c'est une relance keynésienne. Qui est très bien, d'ailleurs. Qui est très bien. Donc, ces crises de la demande, ça peut arriver quand on a une bulle spéculative qui éclate. Je vais pas me lancer dans l'explication parce que je vais buter les gens, mais ça c'est une des premières causes. Mais ça peut aussi arriver par les inégalités. Je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire qu'il dit, il nous explique, si les riches ont déjà tout, ils vont investir le surplus dans les marchés financiers. Les pauvres n'achètent plus rien si les riches ont tout. Et les marchés financiers ne financent plus l'économie réelle, puisque les pauvres achètent rien, donc personne va ouvrir un magasin de Twix. Tu vas pas investir dans les Twix si personne n'achète rien. Et donc du coup, là encore, voilà, c'est l'État qui peut venir à la rescousse. Mais ça, je trouve ça intéressant, tu vois, que les inégalités, ça peut aussi faire ces crises-là. Tu vois, les riches, ils balancent tout dans les marchés financiers. Les pauvres, ils n'achètent rien, et les marchés financiers n'injectent pas dans l'économie réelle.
Oui, en fait, tu te retrouves avec un problème de débouché, quoi, concrètement. Ouais, c'est ça. C'est que genre la richesse, au-delà de l'aspect, enfin les inégalités, au-delà de l'aspect émotionnel et humain du truc, qui est que c'est quand même un truc de raclure qui est autant d'inégalités, même si tu raisonnes en pur pragmatiquement, Oui. juste au bout d'un moment, il n'y a personne pour acheter tes conneries, tu vois. Oui, c'est ça, c'est exactement. Et tu vois, au bout d'un moment, il n'y a personne pour acheter tes conneries. Et quand les riches ont une capacité d'achat qui est quand même limitée par leur âge et le temps disponible dans une journée, quoi. Tu vois, Oui, c'est ça, à un moment, tu sais pas quoi faire de ton argent. Non, mais tu vois, genre, une fois que t'as 100 millions, tu vois, juste, genre, t'as pas le time de les dépenser, tu vois. Genre, et même, d'ailleurs, une fois que t'as 100 millions, ce que tu kiffes, c'est d'aller faire de la rando et du tantrisme, tu vois. Oui. Justement, tu vois. Justement. Et du coup, genre, à un moment donné, tu vois, comme on dit. Ouais. Donc ça, c'était la crise psychologique. C'est marrant, tu sais, ça rejoint les trucs du Fordisme. Tu sais, Ford, il était célèbre pour bien payer ses ouvriers pour créer des débouchés pour ses Ford, en fait. Tu vois. Ouais. En fait, il voulait que ses ouvriers puissent se payer des Ford, et bref. Ouais. Chose que j'ai appris dans Economics aussi. Ouais. Donc le deuxième type de crise, c'est donc là on avait dit le premier, c'est la crise de la demande, crise psychologique, et le deuxième type de crise, c'est la crise de l'offre. Donc c'est ce que tu disais, et lui il appelle ça la crise physique. Donc c'est-à-dire que les gens offrent moins d'objets ou de services parce qu'ils sont limités par en général l'environnement et les ressources. Ça peut aussi être un pays qui décide qu'il veut plus te vendre ses Twix. Tu vois, imagine, je sais pas, la Russie veut plus vendre ses Twix à la France, il y a plus de Twix. Mais en général, c'est quand même plutôt l'environnement et les ressources. Et donc, Gilles nous dit que l'environnement est une variable souvent oubliée des économistes, alors que c'est le facteur principal des crises de l'offre, donc du type numéro 2. Et là, Gilles, il va nous faire un petit peu du Jean Covici. Il va nous montrer le graphique classique où tu vois le PIB mondial sur un axe et l'énergie dépensée sur l'autre axe, et c'est parfaitement corrélé. Et donc, voilà, il nous explique qu'aujourd'hui, au premier ordre et de loin, tout ce qui est produit, c'est produit par les machines. Des machines qu'il faut absolument pouvoir alimenter en énergie, du coup, sans quoi le PIB s'effondre, puisqu'elles produisent quasiment tout. Il faut absolument garder notre parc de machines et notre approvisionnement en énergie, sans quoi le PIB s'effondrerait. Voilà. Petit rappel aussi de Gilles, pourquoi les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 15% en Europe et notre PIB n'a pas baissé de 15%. Tu connais la réponse ? Oui, on a délocalisé. On a exporté les émissions. 51 épisodes, on commence à... 51 épisodes, on commence à connaître. Les trucs, Gilles, il est gentil, mais on connaît. 51 épisodes. Et donc, où est le problème ? Donc, d'où va venir le problème ? En gros, voilà, on a compris, c'est que les ressources, que ce soit les matières premières ou l'énergie sous forme d'hydrocarbures ou la capacité de la planète à absorber nos déchets, donc là, on parle surtout de réchauffement climatique, mais pas que, fait que aujourd'hui ou demain, en gros, on va être dans une crise de l'offre qui est du coup la crise limitée par la physique. Et un petit tableau qu'il y a dans le livre qui est assez sympa, qui illustre bien le truc, c'est des exemples de TRE, donc c'est des taux de rendement énergétique. Et tu vois, ça te donne, en gros, quand tu extrais une ressource, le retour sur investissement en termes d'énergie que tu as pu avoir. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que typiquement, si tu extrais du charbon, tu vas injecter 1 d'énergie et tu vas en récupérer 46. Donc le charbon c'est Byzance. Le pétrole et le gaz, ça a un TRE de 21. Donc tu injectes 1 unité d'énergie, tu en récupères 21. Le pétrole de roche-mère aux US, comment on appelle ça, le schiste, c'est 8. Et les sables bitumineux au Canada, c'est 4. Tu vois ? Et c'est marrant, on est vraiment en train de se rapprocher de 1, quoi. Ouais. C'est quand même fou, quoi. Tu passes de 46 à 4. J'avoue. Et donc, et là, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il donne pas mal d'ordres de grandeur comme ça qui sont super. Donc, il y a quoi comme alternative à ces hydrocarbures ? Puisque là, on sent qu'on est en train de tendre vers un TRE de 1. On peut citer le vent et le soleil. Donc évidemment, il explique que c'est très diffus, donc il faut plein d'éoliennes et de panneaux solaires, donc plein d'infrastructures, donc on va être limité par les matières premières. Et il donne un exemple, l'un des parcs éoliens les plus puissants au monde, je crois, est en mer d'Irlande, donc on parle de 189 éoliennes de 200 mètres de haut,
et ça représente 0,2% de la consommation électrique du pays. Donc en gros, il en faudrait 1800 des parcs comme ça pour que toute l'énergie de la Grande-Bretagne soit fournie par le vent. Je parle d'énergie, pas d'électricité, je précise. Donc c'est chaud du gig, quoi. Donc ça, c'est la petite... Ouais, bah ça rejoint aussi ce qu'il dit Jean Covici sur le côté... En fait, il faut capitaliser sur toutes les énergies. On ne peut pas faire que du solaire ou de l'éolien ou du nucléaire. Il Ouais. faut aller tout azimut, quoi. Faut faire tout azimut et décroître. Ouais. Donc ça, c'était un petit ordre de grandeur assez sympa pour le vent et le soleil. Et pour le nucléaire, il y a des ordres de grandeur aussi assez sympas. Donc tu vois, il t'explique typiquement l'uranium 235, donc celui qui alimente nos centrales aujourd'hui. Il y en a pour 100 ans avec le parc actuel. Déjà, c'est un ordre de grandeur intéressant. Et il y en a pour 15 ans seulement, si jamais tu remplaçais toute l'électricité mondiale par du nucléaire. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, par contre, là, il parle d'électricité et pas d'énergie. Donc, tu vois, il nous fait des petites feintes, là, Gilles. Donc, il faut suivre un peu. Mais on parle d'électricité. Donc, ça, c'est hyper intéressant, j'ai trouvé comme ordre de grandeur. 15 ans, si tu électrifies tout. Et par contre, quand tu as des centrales de génération 4, je ne sais pas si c'est tout à fait maîtrisé, mais a priori, on saurait faire, avec un peu d'huile de coude. C'est des centrales qui pourraient utiliser l'uranium 238 et le thorium 232. Et là, tu fais x500 sur les ordres de grandeur en termes de temps. Donc là où je t'ai dit que ça allait durer 100 ans, tu fais x500. Et là où je t'ai dit que ça allait durer 15 ans, donc si tu électrifies tout au nucléaire, tu fais x500. Quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir ça en tête. Enfin, moi, je l'avais pas, hein, perso. On a beau avoir fait 51 épisodes, c'est... J'avais pas ça en tête. Donc c'est pas mal. Et je crois qu'en France, on avait, tu sais, un truc qui s'appelait Astrid, où on essayait justement de faire cette génération 4. Ok. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Astrid. Non, ça me dit pas. Non, mais voilà, on avait ça et juste on l'a fermé parce que je sais pas pourquoi on l'a fermé. C'était cher. Je sais pas. C'est parce que c'était du nucléaire, je pense. Et donc voilà. Donc ça redonne un petit peu les ordres de grandeur sur ce qui risque d'arriver, à savoir les crises de l'offre, quoi, les crises physiques. Ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'on est un peu en plein dedans, tu vois. On a plusieurs facteurs qui renchérissent l'offre. D'une part, le Covid en Chine qui nique la production et les flux logistiques. D'autre part, la guerre en Ukraine qui renchérit le coût du gaz et des hydrocarbures. Et en gros, aujourd'hui, c'est pour ça que tu sais, il y a débat, bref. Mais genre, aujourd'hui, c'est une inflation liée à l'offre plutôt que liée à un surplus de demande, quoi. Ouais. Liée à une attrition de l'offre, enfin, un renchérissement de l'offre plutôt qu'à un surplus de demande. Oui, comme tu dis, il y a un peu de débat sur l'origine, mais je crois que de dire que c'est une crise physique, je pense que il y a plutôt consensus, ouais. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a débat, tu sais, sur les banques centrales qui accroissent leur taux directeur, qui est en général un remède anti-inflation lorsque c'est une inflation qui provient d'un emballement de la demande. Mais en fait, quand tu accrois tes taux directeurs, donc tu renchéris le coût de l'emprunt, etc., tu réduis effectivement la demande, mais il y a des gens qui rétorquent qu'aujourd'hui, vu que c'est une crise d'offre, en fait, l'accroissement de tes taux directeurs ne va pas agir ou peut agir en fait sur le cœur du problème, quoi. Ouais, j'ai été de ces gens-là, oui, en effet. Donc ça, c'était intéressant, et on se rapproche de plus en plus de ma question phare, qui est à quoi ça sert la finance. Parce que on peut faire la partie là sur les marchés financiers, et c'est hyper intéressant. Alors forcément, c'est très personnel, mais parce que du coup, je pense que ça me rapproche de ma question. Donc les marchés financiers, et en gros, dans marché financier, il y a le mot marché. Donc on se dit qu'on va acheter des trucs, mais quoi? Et dans un marché financier, Gilles nous explique que tu peux acheter 3 trucs. Donc soit des actions, donc tu achètes un bout d'une entreprise, tu deviens propriétaire d'un bout d'une entreprise. Tu achètes soit des obligations, donc tu prêtes de l'argent en général à un État, puis on te rembourse avec un certain taux d'intérêt.
Et le troisième truc que tu peux acheter sur les marchés financiers, c'est des produits dérivés financiers. Donc, la façon dont il explique le truc, c'est tu paries qu'il va se passer un truc. Hein, je parie que l'action va baisser. Et si elle baisse, je gagne de l'argent. Et en fait, ça sert à quoi? Ça fait office d'assurance, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, moi, j'ai une assurance pour ma bagnole. En fait, mon assurance, finalement, tu peux voir ça comme un pari, en fait. C'est-à-dire que si j'ai pas d'accident, tant mieux, j'ai payé un peu. Et si j'ai un accident, je suis indemnisé et pas trop dans la merde. Tu vois un peu le principe de ce genre de truc. Voilà. Donc, les produits dérivés, c'est un peu le principe d'une assurance. Sauf qu'en pratique, c'est pas trop à ça que ça sert, voire pas du tout. Donc ça sert juste à essayer de se faire de la thune en pratique. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais parier que toi, Georges, tu vas avoir un accident avec ta bagnole, alors que j'ai rien à voir avec toi, tu vois. Donc c'est bien sur le papier, c'est un peu moins bien sur les faits. Et donc une fois qu'on a compris les 3 trucs que tu peux acheter sur les marchés financiers, ce qui va expliquer, ce qui moi m'a pas mal éclairci les idées, c'est que tu as un marché financier primaire. Donc c'est là où tu achètes des produits financiers neufs. Donc typiquement, si une entreprise émet des nouvelles actions, tu vas pouvoir les acheter sur ce marché financier primaire. Et les entreprises, elles vont utiliser ton argent pour acheter des machines et payer des salaires. Donc là, il n'y a pas trop à se poser de questions. Tu as fait un truc qui sert à quelque chose. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Pareil, si un État émet des obligations, tu peux acheter les obligations, donc prêter de l'argent à l'État. Et l'État, il va a priori faire des trucs intelligents avec ses obligations. Il va construire des routes, il va payer des salaires, il va faire des choses. Mais juste sur les entreprises, moi j'ai mis un bémol sur les actions. Ouais, C'est que tu sais, aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle des rachats d'actions. vas-y. Et en fait, c'est les entreprises. Tu sais, en fait, lors de ton introduction en bourse, donc en fait, tu vends des parts de ton entreprise pour choper des capitaux et financer ta croissance, etc. Ouais, Donc c'est ce que tu viens de décrire. ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a aussi, une fois que ton entreprise grossit suffisamment, si tu génères beaucoup de trésorerie, ce que beaucoup de boîtes font aujourd'hui, c'est qu'elles rachètent leurs actions. Donc en fait, moi Apple a fait toutes les GAFA ont fait des grands programmes de rachat d'actions. Ouais. Et en fait, ça, tu détruis de la valeur pour ta boîte parce qu'en fait, tu sors l'argent tu fais ni un investissement, ni t'accrois les salaires, ni tu fais de la R&D. En fait, juste tu enchéris tes actionnaires. Donc en gros, tu dis, avant, il y avait 3000 actions sur le marché ou 300 000 actions. J'en rachète 100 000, maintenant, il n'y en a plus que 200 000. Donc du coup, j'accrois artificiellement le prix de l'action. Et j'enchéris mes actionnaires. J'enrichis mes actionnaires. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des bourses où les montants des rachats d'actions surpassent de très loin le montant des introductions en bourse. D'accord, tu vois, ça je savais pas. Et ça, tu le mets sur le marché financier primaire dans le sens où ça va augmenter le PIB? Non. Ça, c'est sur le marché financier primaire dans le sens où c'est sur le marché des actions, quoi. En gros, non, mais je pense je pense qu'il y a mésentente. Attends, du coup, le marché financier primaire, c'est là où tu achètes des nouveaux produits financiers. Tu vois, l'entreprise a émis des actions toutes neuves. Tu achètes. Oui, pardon. Oui, d'accord. Voilà. Et s'il y a des obligations toutes neuves, tu les achètes. Ouais. Effectivement, tu as aussi un marché financier secondaire où là, c'est le marché des produits financiers d'occasion. Oui, d'accord. Et là, c'est peut-être un peu plus ce que tu dis, toi. Effectivement. Mais les exemples que les gens connaissent le plus, c'est en gros, imagine, toi, tu as acheté des actions neuves, donc tu as financé des salaires et des machines, une boîte, tout ça, ça va bien. Quelque part, c'est pas tout à fait illogique que tu puisses t'en séparer si jamais tu as besoin de thunes ou je sais pas, juste tu vends ton bien, quoi, et quelqu'un d'autre te le rachète. Et ça, c'est le marché financier secondaire. Donc, du coup, tu vas racheter les obligations de quelqu'un ou les actions de quelqu'un. Voilà. Et donc, c'est comme sur le Bon Coin, quoi. C'est un marché d'occasion. Ouais. Mais là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne finance pas... Enfin, ça finance rien, en fait. Et donc, là, c'est beaucoup plus subtil de comprendre quel est l'intérêt de ce marché financier secondaire. Et quand je parle d'intérêt, c'est un intérêt absolu, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Après, le seul intérêt, c'est que si t'as pas de secondaire, t'as pas de primaire, quoi, non? Peut-être, oui. C'est qu'en gros, tu vois, personne va acheter les actions à la base s'ils se disent pas je vais pouvoir le revendre, quoi.
Voilà, donc ça, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que en fait, ça tombe sur la logique ça tombe sous sens que tu dois pouvoir te séparer d'un bien que tu as acheté. En fait, c'est Après, à c'est premier logique. abord, c'est ce que je dirais. Sinon, Ouais. en fait, si effectivement le primaire, on semble être d'accord sur le fait que c'est ça qui génère de l'activité, de l'enrichissement, etc. Yes. Mais en fait, le primaire ne peut exister s'il n'y a pas le secondaire, quoi. Je pense que ça, c'est une première remarque qu'on peut faire. Et aussi, j'en discutais avec le concubin. Pour ceux qui connaissent pas le concubin, il était là à l'épisode de Righteous Mind. Jean Covici aussi, et Secret Cow, donc c'est lui le concubin. Et j'en discutais avec le concubin, et il me disait, en fait, typiquement, si tu as un marché secondaire, en fait, ça va... comment dire c'est-à-dire que le prix de l'action, si tout se passe bien, va suivre la valeur de l'entreprise, réelle de l'entreprise. Et du coup, c'est un indicateur, typiquement, si l'entreprise elle veut faire un emprunt à la banque, est-ce que c'est une bonne entreprise ou pas, point numéro 1. Et point numéro 2, si l'entreprise, si jamais elle veut réémettre des actions, ce qu'elle fait peut-être pas très souvent, mais si elle veut le faire, elle va pouvoir les émettre plus cher et donc acheter plus de machines et payer plus de salaires. Donc là, on a... Oui, mais ça, je veux bien, mais oui. Mais ça, t'as pas besoin du marché secondaire pour ça. Ce que je veux dire, c'est que si une entreprise, elle a des bilans comptables, tu vois, Oui. Tu peux voir la santé financière de la boîte, tu vois. Donc, elle pourrait Bah. quand même prendre des emprunts, quand même machin, même s'il n'y avait pas de marché secondaire, tu vois. C'est un peu mon point, c'est que ça me paraît... Enfin, même si tu peux trouver des arguments, c'est que ça me paraît pas d'une utilité stratosphérique, en fait. Pour moi, tu vois le truc. l'utilité majeure que je vois, c'est que tu peux pas avoir le primaire si t'as pas le secondaire. Parce qu'en gros, personne va acheter tes actions dans ton introduction en bourse. Si tu peux pas les vendre. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vois comme principal intérêt du truc. Mm. Mais effectivement, sur le côté lever des capitaux ou financer de l'emprunt ou vérifier la santé d'une entreprise, à partir du moment où tu as une loi qui dit à partir de tel seuil de chiffre d'affaires ou machin, tu es obligé de publier tes bilans, là, et selon une norme comptable définie, là, normalement, tu vois la santé financière de la boîte. Quoi, ouais, mais c'est ça, c'est que ça me paraît pas d'un intérêt stratosphérique et même si tu dis il faut que ça puisse exister et tout, après la discussion, elle peut s'ouvrir sur le fait de peut-être il faut que ça existe, mais peut-être t'es pas obligé d'autoriser le trading haute fréquence où toutes les nanosecondes t'achètes et tu vends un truc parce que là, pour le coup, ça a l'air complètement con. Donc en fait, je trouve qu'on se rapproche de la réponse. De la réponse à ma question et ce qui me rend heureux et ouais, je sais pas si déjà jusque là tu vois un peu le truc, t'es d'accord ou pas, on peut passer à la suite. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc pour moi, après si on va encore plus loin, genre pour moi la question c'est pas de dire à quoi ça sert ou est-ce que c'est utile ou inutile, dans le sens où c'est pas un booléen. Pour moi, c'est est-ce que c'est normal que ça ait une telle importance dans l'activité économique aujourd'hui, et est-ce que c'est normal que ça génère autant de revenus chez un petit nombre d'individus? Est-ce que c'est normal que les marges elles soient si élevées, etc. Ouais, c'est là où on va aller. Ouais. Voilà, est-ce que ça devrait pas être plus taxé? Pour moi, ça clairement oui. Après, c'est mon opinion personnelle, machin. Notamment, si on pourra rediscuter de cette histoire de rachat d'actions et de cette histoire de Macron qui a plafonné les plus-values du capital à 30%, ce qui est un scandale, tu vois. Mais voilà. Tu peux expliquer ça juste? En gros, Macron, l'une de ses premières mesures quand il est devenu président lors de son premier mandat, c'est l'implémentation de ce qu'on appelle la flat tax, qui est une taxation unique et maximale sur les plus-values mobilières. Mobilières, donc sans le i au début, quoi. Et en gros, les plus-values mobilières, c'est tout ce qui est des actifs financiers, donc en gros actions, obligations, etc. Et donc quand tu les revends et tu fais une plus-value, donc toi, tu as créé ta boîte, par exemple, le cas typique, c'était la démonstration type, c'était de dire Startup Nation, toi, tu as créé ta boîte, tu as généré de la valeur, tu as créé des emplois, c'est normal que si tu revends ta boîte 10 ans plus tard et que tu fais 100 millions de bénéfices, du coup, que tu ne sois pas surtaxé, qu'on te pousse à t'enrichir, etc. Et du coup, en gros, si tu achètes des actions et tu les revends, je sais pas, 5 ans plus tard à 10 fois plus cher, tu es imposé à 30%. Donc en fait, tu es moins imposé qu'un salarié en CDI qui gagne. Tu vois. Donc en fait, c'est une imposition régressive. Tu vois. Donc, tu sais, en gros, la plupart des gens, quand tu les interroges, ils sont pour une imposition progressive. Ils sont pour dire plus tu gagnes d'argent, plus tu fais de profit, plus ton pourcentage d'imposition il augmente.
Ça, c'est quand tu interroges la population. Mmh. Mais en fait, dans le cas précis de cette flat tax, c'est régressif, en fait. C'est juste... Mais pourquoi c'est régressif? C'est pas juste ça s'arrête à 30%? Enfin, si, ça s'arrête à 30%, mais du coup, genre, le fait est que c'est régressif, quoi. Parce que du coup, en fait, plus t'es riche, moins tu payes d'impôts. Enfin, plus tu fais de profit, moins tu payes d'impôts. Oui, d'accord, c'est ok, mais Ouais. ça reste à 30, oui, d'accord. Ouais, Okay. exactement. Non, on s'est compris. Ok, d'accord. Oui, C'était juste pour être clair. Ok. C'est ça, on est d'accord. Ok. Mais du coup, voilà. Donc en gros, ça génère de la régressivité parce qu'en fait, du coup, quand tu es très riche, ton revenu, il vient pas de salaire, il vient plutôt de placement. Oui. Et du coup, en fait, tu deviens moins taxé que les gens qui ont un revenu du salaire, tu vois. Parce que je veux dire. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et en gros, ça a un coût financier gigantesque qui est estimé d'ailleurs. Il y a des études d'institutions publiques, quoi, qui estiment le coût de la flat tax. Et en fait, ça coûte la peau du cul. Et ça met bien principalement Bernard Arnault, Martin Bouygues et je ne sais qui, tu vois. Ouais, mais c'est important. Voilà. Et l'excuse derrière, qui est extrêmement fallacieuse, c'est de dire ça favorise l'entrepreneuriat, la création de richesse, la création d'entreprises. Voilà. Comme si, genre, si tu gagnais juste... oui, t'étais démotivé. Si tu ouais, ah non, j'ai pas envie. Là. D'accord. Et donc, bon, bah, ça déjà, ça pose quand même certaines choses qui sont intéressantes. Et là où ça devient subtil, c'est que je pense que c'est assez compréhensible. Si tu veux avoir un marché de l'occasion qui existe, bon, ici, c'est des produits financiers, mais ça marche avec tous les marchés d'occasion, en fait, il faut des acheteurs avec de l'argent pour acheter ces actions. C'est logique. Et donc, en fait, ce qu'il explique, Gilles, là, c'est que tu vas devoir avoir en permanence une certaine masse d'argent qui va être prisonnière de ce marché de l'occasion, qui va changer constamment de propriétaire et qui va rien financer. Donc, je te donne un exemple. Imagine, tu me vends un appareil photo sur le Bon Coin pour 1 000 €. Je te le revends pour 1 000 €. Quand j'en ai plus besoin, tu me le rachètes pour 1 000 €, je te le revends pour 1 000 €, ainsi de suite. En fait, finalement, dans cette transaction-là, il y a 1 000 € qui sont prisonniers, entre guillemets. Tu vois un peu le truc. Donc, en fait, ils sont à aucun moment utilisés pour payer des salaires ou pour acheter des machines. En fait, ils font rien d'utile. Ils sont prisonniers de ces échanges d'appareils photo là, que je suis en train de faire. Et donc, en fait, c'est quoi les ordres de grandeur? Il a essayé de faire un petit calcul. Et il dit, tu vois, en 2018, en Europe, il y a 827 milliards d'euros qui sont rentrés dans les marchés et seulement 264 milliards, donc 30%, qui sont sortis pour financer l'économie réelle. Tu vois, donc 827 milliards d'euros sont rentrés dans les marchés financiers et seulement 264 milliards sont sortis pour financer l'économie réelle. Et donc, il a l'air de dire, si j'ai bien compris, que tu as 550 et des broutilles qui sont en gros prisonniers de ce marché secondaire et qui tournent dans le vent, quoi. Ouais, mais ça c'est assez intéressant. C'est quand même intéressant. Hein. J'y avais pas pensé. Et même, je trouve la démarche, en fait, c'est la même démarche que j'ai faite sur les introductions en bourse et les rachats d'actions. En fait, c'est voir ce qui rentre et ce qui sort, quoi. Oui, c'est ça, mais lui, il l'a fait à l'échelle encore plus large, ce qui est encore mieux. Mais en gros, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, tu vois. Et genre, tu vois, quand ça sort, ça finance l'économie réelle. Quand ça rentre, ça détruit la valeur. Enfin, ça sort de l'argent de l'écononie réelle, tu vois. Et après, à mon sens, comme je te disais, tu peux pas avoir l'un sans l'autre, mais il faut que les proportions soient convenables, tu vois. Ouais, c'est ça. Et par contre, là, on rejoint ce qu'on disait au début, qui est en gros que l'argent, c'est le sang de l'économie. Et donc, du coup, que tu aies toute une partie d'argent comme ça qui n'aide pas à irriguer le corps, c'est un problème. Par contre, je ne suis pas sûr que j'ai très bien compris pourquoi c'était un problème. C'est peut-être une pierre de l'édifice qui me manque. Pourquoi c'est un problème que cet argent soit prisonnier. Je ne sais pas si tu arrives à m'aider là-dessus. En fait, je suis pas sûr moi non plus de pouvoir expliquer clairement, mais c'est juste de dire, en gros, tu sais, quand tu fais rentrer de l'argent sur le marché financier, ça ne finance pas l'économie réelle, tu vois. Dans le sens où, c'est ce qu'on disait, ça finance ces instruments fictifs qui sont ce qu'on appelle les actifs financiers, donc les valeurs mobilières, donc les produits dérivés, les obligations, les actions.
C'est-à-dire que ça capture une certaine quantité d'argent qui sert à juste se les échanger dans le vent, quoi. Exactement, ça capture une certaine quantité d'argent. Et en fait, là où ça crée de la richesse, c'est si cette quantité d'argent, à un moment, est réutilisée pour faire des investissements, faire de la R&D, augmenter des gens ou embaucher des gens. Là, du coup, ça reflue dans l'économie réelle et c'est là que ça a un impact globalement sur le quotidien des gens. En fait, c'est ça qui nous intéresse, sur qu'est-ce qui a un impact sur le quotidien des gens. Tu vois. Et en fait, quand il fait ces histoires de entrée-sortie, il voit genre qu'est-ce qui est redescendu pour accroître les conditions pour améliorer les conditions de vie des gens, ou comment dire, ou le système productif, quoi, ou améliorer la santé des entreprises. Et qu'est-ce qui est juste rentré dans cette machine, dans cette sorte de jackpot, tu vois. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de faire les entrées et les sorties, quoi. Et c'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure, tu sais, quand il disait quand il y a trop d'inégalités, il y a aussi une crise, où il expliquait justement que tous les riches, ils vont balancer leur argent dans cette espèce de manège qui finalement va emprisonner l'argent. Et du coup, il en concluait que ça menait à une crise, puisque l'argent ne finançait plus rien. Donc ça, déjà, ça c'est un point hyper intéressant, cette espèce de capture de la masse monétaire. Et moi, il y a aussi un point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En gros, est-ce que ça justifie le monde de la finance, tous ces gratte-ciel, tous ces salaires mirobolants, tout ça. Et en fait, je sais pas si je le vois de la bonne manière, mais j'ai l'impression que tu sais, si moi je te vends une action à 10 €, que tu me la revends à 9, que je te la revends à 11, tu me la revends à 8, ainsi de suite, et on fait ça 1000 fois par jour, en fait, quelque part, il faut payer des intermédiaires pour faire ça. Il faut payer des gens qui s'occupent de toutes ces transactions. Peut-être que tu as envie d'en faire une toutes les nanosecondes. Peut-être que les gens qui font ces transactions, ils se prennent aussi une part du gâteau quand ils ont réussi à te faire gagner de l'argent. Peut-être qu'ils sont payés pour faire ce travail à ta place, tu vois. Et finalement, dans tout cet argent qui s'échange un peu dans le vent, tu vois, juste ça ne sert à rien au niveau macro, ça finance rien d'utile. J'ai l'impression qu'il y a aussi une partie de ce flux-là qui finalement s'écoule vers les gens qui travaillent dans le monde de la finance, en fait. Et donc finalement, tu as une augmentation du PIB pour payer ces gens-là, de façon souvent très grasse. Et donc ça, c'est un peu un side effect, j'ai l'impression, si j'ai bien compris aussi, de ce marché secondaire, quoi. C'est-à-dire que non seulement il bloque l'argent, mais en plus, tu en as une partie qui est quand même déviée vers les gens de la finance, finalement. Oui, exactement. Et en fait, c'est ce qu'on dit, la financiarisation de l'économie. Genre, plus ton secteur, ton industrie financière, elle occupe une place importante dans ton économie, plus... En plus, en fait, le problème aussi, c'est que c'est une industrie qui crée pas beaucoup d'emplois, tu vois. Et donc, plus tu as un certain nombre d'acteurs financiers qui s'enrichissent, qui sont peu nombreux, et qui atteignent des niveaux de richesse un peu démesurés, et à mon sens, sur le dos des travailleurs et de l'environnement qui, eux, créent la valeur, tu vois. Mais bon, après, on rentre dans du marxisme, tu vois. Mais en gros, globalement, moi, c'est l'impression que je me fais, tu vois. C'est que genre, c'est un secteur qui a une utilité, mais aujourd'hui, il est hypertrophié, il est survalorisé, il n'est pas assez réglementé. Et on a tendance à oublier que ces profits-là, ils viennent d'où ? Ils viennent finalement de gens qui travaillent, du travail des salariés. Les entreprises, elles fonctionnent par l'agrégat des employés qu'elles possèdent, enfin qu'elles emploient, tu vois. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Donc, c'est des gens derrière qui bossent, quoi. C'est des ressources, comme on disait, naturelles, sur lesquelles aujourd'hui, on n'a pas internalisé les externalités négatives. Donc, en gros, globalement, les gens ne payent pas pour la nature ou ne payent pas assez pour la nature. Donc, en fait, aujourd'hui, l'essentiel du profit des entreprises, il vient, oui, de l'innovation, oui, de l'amélioration d'un certain nombre de choses, oui, elles parviennent à produire des nouveaux produits et des nouveaux services qui sont meilleurs que d'autres, etc. Mais tout ça, ça vient principalement de la productivité des salariés et de l'environnement, ou de la non-taxation ou du sous-paiement des intrants qui viennent de l'environnement, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui permet un peu
un accroissement indu du secteur financier ou un enrichissement indu ou des marges indues dans ce secteur-là, quoi. Donc, je pense que c'est... pour moi, ça répond pas mal à la question que j'avais et j'ai l'impression que tu avais conclu pas trop mal en disant que finalement, ça sert à quelque chose, mais ça sert pas assez pour justifier tout... Je sais pas le mot que tu avais employé, mais le poids que ça a. Exactement. Genre, après, encore une fois, je suis pas expert et je dis des trucs, voilà, les gens peut-être nous aideront dans les commentaires, etc. Mais voilà, à mon sens, il faut pas remettre en question l'existence des banques, l'existence de la finance, parce qu'elles ont une utilité majeure et observée, tu vois, d'allocation des ressources, de fluidification des échanges, de financer un certain nombre de projets, de prendre des risques, tu vois, donc ça, c'est important. Moi, ce qui me chagrine, c'est potentiellement, quand on regarde, genre, par exemple, le secteur financier, le pourcentage qu'il occupe dans une économie donnée ou dans un PIB donné, il faudrait pas, à mon sens, qu'il n'aille pas au-delà d'un certain pourcentage à fixer. Par ailleurs, les taux de marge, à mon sens, il y a un niveau de marge, un pourcentage de marge qui devient usurier ou ce que j'appelle non indu, tu vois, juste genre, tu vois, c'est comme les pharma, tu vois, genre quand tu fais, je sais pas, plus de 20 ou 25% de marge, à mon sens, il faut quand même se poser des questions sur la régulation ou l'accroissement des impôts. Tu vois. Voilà. Et le troisième aspect, oui, voilà, c'est ça mes deux principaux griefs, quoi. Et le troisième aspect, c'est le côté, effectivement, ça peut induire une imposition régressive parce que, en gros, la plupart des gens qui possèdent des actifs financiers, c'est des gens très riches. Et ça me pose problème, du coup, que ces actifs financiers soient moins taxés que le travail. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et on en pense quoi typiquement, imagine, tu prends en exemple un pays, imagine qui a un secteur de la finance très développé. J'en sais rien, il y a la Grande-Bretagne qui me vient à l'esprit. Est-ce que finalement, un gouvernement qui a envie de servir ses citoyens et, on va dire, servir ses citoyens plus que les citoyens des autres pays, est-ce que lui, il n'a pas intérêt, justement, si je suis la Grande-Bretagne, à réguler le moins possible la finance, à essayer d'empocher le plus d'argent possible grâce à la finance, parce que finalement, il capte l'argent des autres pays, en fait. Est-ce que ce que je dis, c'est valable? Ah oui, mais tu sais, c'est le principe du passager clandestin, quoi. En fait, toi, si tu veux devenir une place financière mondiale compétitive, tu vois, c'est quoi globalement tes atouts? C'est un niveau d'imposition faible. Donc en fait, tu fais du dumping fiscal. Ouais. Tu dis aux gens, n'allez pas payer vos impôts en France. Domiciliez-vous chez moi et payez les impôts ici, ils sont beaucoup plus faibles. Donc en fait, concrètement, tu prends du budget de l'État français, en fait. Donc tu niques les caisses d'assurance maladie, ça s'appelle le dumping fiscal, quoi. Tu fais ça. Deuxième, qu'est-ce que tu promets? Tu promets de la dérégulation et du moins-10 réglementaire. Donc tu dis, je vais être moins regardant sur les politiques de KYC, ce qu'on appelle Know Your Customer. Donc c'est sur les politiques anti-blanchiment, machin. Je vais être moins regardant sur l'origine des fonds, etc. Donc tu deviens comme Hong Kong et Singapour ou Dubaï et tu chopes la thune de tous les violeurs, tous les mafieux, tous les vendeurs de drogue du monde. Ouais, mais c'est ça. Donc, ouais, d'accord. En fait, quand on dit toi en tant que pays, quand tu veux avoir un secteur économique très grand, après il y a d'autres facteurs, là j'exagère, tu peux avoir aussi des compétences spécifiques, etc. Une réglementation stable qui fait que les gens peuvent mieux se projeter, etc. Enfin, c'est pas le seul facteur, mais en gros souvent les principaux atouts de ces places financières, c'est en gros du dumping fiscal, donc un moins 10 ans fiscal, et de la dérégulation, des politiques anti-blanchiment qui sont plus laxistes. Donc ce secret bancaire, etc., comme la Suisse par exemple. Et en gros, ça, c'est concrètement de la merde. Tu vois. Si tu considères genre, le monde comme une société, disons on vit tous au même endroit, c'est un immeuble, le monde. Au premier étage, c'est le Portugal, au 15e étage, c'est la Chine. Tu vois. En fait, juste, concrètement, c'est le gars dans la copro qui est en train de te niquer, quoi, tu vois. Tu vois, c'est ça, en gros. J'ai vu que tu cherchais un exemple
de trucs de merde à faire dans une copro, mais Ouais, c'est ça. que t'as pas trouvé. Ouais, non, mais en gros, ouais, c'est ça. C'est Non, le non. gars, tu vois, c'est le gars qui dit, bah moi, je paye pas l'eau, je t'ai bien niqué, tu vois. Non, mais tu vois, genre, en fait, Ouais. c'est mon point, c'est que c'est pas neutre, quoi. C'est pas la théorie, c'est pas la théorie ricardienne de chaque acteur se spécialise sur là où il est meilleur et en fait, tout le monde va mieux s'en sortir, tu vois. Sur l'aspect financier et sur l'aspect fiscal notamment, c'est tu te spécialises dans le fait de niquer les autres, quoi, tu vois. Genre... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que bah, typiquement, faire passer ce genre de réforme dans un pays du coup qui est bon, qui attire beaucoup qui arrive à pomper assez d'argent grâce à sa finance, grâce à son secteur de la finance, bah, en fait, c'est pas forcément gagnant pour le pays en question. Donc, il y a quand même une certaine complexité, quoi, du coup. Ouais, bah pour le pays en question, effectivement, c'est pas forcément gagnant. Mais après, tu pourrais dire, bah, c'est peut-être gagnant parce que normalement, hopefully, un passager clandestin, tu le laisses pas longtemps passager, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bon, bah c'était hyper intéressant ces trucs-là sur les marchés financiers. Je pense que moi, ça répond quand même pas mal à ma petite question du début. Et là, on peut conclure, mais en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la conclusion. Il dit que c'est pas évident de conclure un livre comme ça, en fait, parce que c'est pas, c'est une sorte de cours XXL. Mais la conclusion, c'était un peu celle que tu avais évoquée tout à l'heure. Donc, il dit aujourd'hui, la société accorde un maximum de liberté aux individus. Et donc, qui dit maximum de liberté dit pas de contraintes et donc un éventail de possibilités énormes. Voilà. Mais ça, c'est pas de l'économie, c'est de la politique. Donc, tu pourrais avoir envie de changer ça. Et au lieu de maximiser la liberté, lui, il te dit tu peux mettre des contraintes sur les prix, les quantités et les revenus. Et donc, ça peut être une autre société. Donc, si ton idéal de société, c'est plus de liberté, alors là, effectivement, la contrainte, c'est ton ennemi. Mais si ton idéal de société est plus de salaire pour les infirmières, lui, il dit, moins de plastique, moins de gaz à effet de serre, alors là, pour le coup, la contrainte est ton ami. Et donc, il dit un peu par définition, toute lutte vers un objectif commun, donc justice sociale au réchauffement climatique, tu choisis ce que tu veux, ça va nécessairement passer par le fait de flécher un chemin et donc de poser des contraintes. Et il fait une petite éloge de l'impôt. Il dit, en fait, la contrainte concrètement dans notre société, en économie, c'est l'impôt. Donc, tu peux mettre un impôt sur les prix. Donc, soit des aides pour acheter un bien, ou soit tu mets un frein en mettant des biens plus chers, comme sur les cigarettes. Ça peut être un impôt sur les quantités. Si tu veux avoir une piscine, tu mets une taxation exponentielle. Ça peut être un impôt sur les revenus. Tu peux payer les infirmières le double, mais les méga riches beaucoup moins. Et voilà. Donc, deux choses à retenir de sa conclusion. Il y a deux sociétés. Une société avec beaucoup de liberté et une société avec des contraintes. Et quand tu veux racheter des contraintes, c'est par l'impôt, quoi. Ouais, moi je suis globalement assez d'accord avec ça. Je mettrais juste un bémol sur l'aspect beaucoup de liberté. Ouais. Il peut être trompeur parce que c'est beaucoup de liberté, surtout quand t'es riche. Parce que justement, dans un marché dérégulé, c'est le principe de la loi de la jungle. Donc en gros, quand t'es pauvre, t'as quand même moins de liberté parce que t'es contraint par ta thune, quoi. Donc tu vois, au premier abord, on peut, même dans ce cas-là, tu vois, même dans le cas déréglementé, au premier abord, on peut avoir l'impression que c'est un truc qui favorise la liberté, mais en fait, vu qu'il n'y a pas égalité d'opportunités et égalité des chances, en fait, concrètement, la liberté de la majorité des gens, elle est plutôt contrainte, tu vois. Ouais, il y a ce que tu dis, mais on pourrait même se projeter et dire, mais en fait, si finalement tout le monde avait égalité d'opportunités, est-ce qu'on a quand même envie de vivre dans un monde où, d'une part, tout simplement, il y a des gens qui se retrouvent avec zéro et des gens qui se retrouvent avec tout. Enfin, t'as pas forcément envie, même s'il y a égalité d'opportunités. Faudra définir ce que ça veut dire. Par contre, mais déjà, on peut se dire, déjà, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et d'autre part, est-ce que dans un monde
où il y a autant de liberté, tu arrives à flécher les choses pour avoir, je sais pas, moins de plastique, comme il dit, moins de gaz à effet de serre, c'est pas évident. Ouais, non, mais globalement, on est d'accord, tu vois. Mais mon point, c'est même dans la société de soi-disant liberté totale, en fait, à mon sens, la liberté n'est même pas totale. Et même la liberté est potentiellement plus faible que dans la société qu'on appelle contrainte. Tu vois, c'est là où je dis... tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais ce que tu veux dire. Voilà. Oui, bah, ça dépend de ce qu'on entend pas. Ouais, c'est clair. D'accord. Bah voilà, bah c'était tout sur l'économie de Gilles Miteau. Et bah moi, j'ai beaucoup aimé parce que bah déjà, j'y comprenais rien. J'ai l'impression d'y comprendre un petit peu plus. Et toi, avec ton regard j'ai envie de dire presque d'économiste, mais enfin, peut-être pas quand même. En tout cas, t'as fait des études d'économie. Est-ce que t'as quand même trouvé des choses intéressantes dans le petit résumé que j'ai fait? Ouais, non, moi je trouve ça super intéressant. Déjà parce que j'ai oublié l'essentiel de ce que j'avais appris. Déjà. Et de deux, comme je te disais, tu sais, c'était très académique et pas très pragmatique comme ce qu'il enseigne. Ouais. Et même, je pense que beaucoup de gens connaîtront sa chaîne YouTube, mais si vous la connaissez pas, allez voir, c'est vachement intéressant. C'est assez cérébral pour le coup, genre c'est pas des vidéos divertissement, tu vois, c'est pas genre t'as fini ta journée de boulot, t'as envie de te poser pépouze et voir les Marseillais à Miami, tu vois. Donc voilà, c'est un peu cérébral, c'est un peu fatigant, mais c'est quand même c'est qualitatif ce qu'il fait. Ouais, et là où je me suis fait niquer, c'est que tu sais, moi j'aime bien juste écouter l'audio des trucs pendant que je fais autre chose, et c'est pas parce qu'il y a des schémas et tout, c'est touffu. Faut avoir les neurones connectés et regarder l'écran, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc tu vois, tu te le fais à petite dose, mais c'est quand même une masse de boulot incroyable et c'est super bien ce qu'il fait. En fait, ça m'étonne qu'il soit pas plus dans le paysage médiatique. Peut-être que lui, il veut pas. En fait, peut-être que lui a proposé, j'en sais rien. Je veux pas. Ah oui, c'est un bon point. Oui, je veux pas saigner les journalistes, tu vois. Mais genre quand tu vois la pertinence de ce qu'il fait, genre pourquoi on se tape des vieux éditorialistes obscurs qui parlent d'économie alors que lui, il est 1000 fois plus stylé, tu vois. Ouais. Déjà, c'est pas un boomer, tu vois, et en plus, il est stylé. Et bah, c'est une belle conclusion. On s'arrête là. Allez, merci. Allez. Gilles Mittal.